Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le musée de l'Aurignacien. Aujourd'hui, dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes, nous vous proposons de découvrir les représentations féminines réalisées durant le Paléolithique. Nous allons surtout nous intéresser à ces petits objets. Ils sont un moyen d'aborder une tranche de ces populations préhistoriques peu visibles dans les recherches archéologiques. Je parle bien évidemment de la femme. En effet, l'archéologie s'attache à comprendre des gestes, des techniques et des modes de vie. Aujourd'hui, de nombreuses limites techniques, mais aussi idéologiques, ne nous permettent pas, ou très succinctement, d'attribuer un genre à une activité en particulier. Ainsi, lorsque nous évoquons la chasse ou la taille de silex, ou toute autre activité d'ailleurs, nous parlons de populations composées d'hommes et de femmes. Ces femmes, bien qu'invisibles dans les études, sont cependant très représentées dans l'art. Et vous le verrez, elles ont été un sujet de nombreuses représentations. L'art du Paléolithique est largement dominé par les représentations animales, que cela soit dans l'art pariétal, c'est-à-dire sur les parois, ou bien dans l'art mobilier, sur les objets. On les retrouve sous la forme de dessins, de peintures, de gravures ou encore de sculptures. Les figurations humaines sont plus rares, mais il existe des représentations masculines et plus connues encore les représentations féminines. Les sites archéologiques eurasiatiques ont en effet livré des représentations peintes, gravées ou encore sculptées de silhouettes féminines. Les plus connues d'entre elles sont les sculptures de femmes en ronde-bosse, appelées les Vénus. Elles ont été réalisées dans de l'ivoire, comme c'est le cas pour la Vénus de l'Espugue, mais aussi dans de la pierre, comme pour les Vénus de Cireuil et de Tursac, ou encore modelées dans de l'argile. C'est le cas notamment de la Vénus gravétienne de Dolní Věstonice, découverte en République tchèque. Elle a été modelée puis cuite. Ce que l'on constate, c'est que le plus souvent, les matériaux utilisés sont des matériaux rares ou précieux, comme l'ivoire, l'hématite ou encore la calcitembrie. Plus de 200 statuettes de Vénus ont été découvertes en Europe, par exemple en France, mais aussi en Angleterre, en Italie ou encore en Allemagne. On en retrouve également en Asie, et notamment à Malta, en Russie. Alors que la majorité des Vénus connues ont été datées de la période gravétienne, c'est-à-dire entre moins 29 000 et 18 000 ans avant le présence, la Vénus de Hollenfels, dont vous pouvez admirer ici un facsimilé, est aujourd'hui la plus ancienne sculpture féminine découverte à ce jour. Elle a été mise au jour en 2008 par l'archéologue allemand Nicolas Konrad dans une grotte du Jura-Souabe au sud-ouest de l'Allemagne. Elle est datée de plus de 35 000 ans. Elle est donc contemporaine des Aurignacien. En tout, 6 fragments ont été découverts lors de la fouille. Une fois assemblés, ils ont livré une figurine presque entière d'environ 6 cm. On y observe une surreprésentation par exemple des attributs féminins, comme la poitrine, les hanches souvent très élargies, très grossies, mais également une vulve très largement marquée par des incisions profondes de forme triangulaire. A l'inverse, les jambes et les bras sont plus minces et les pieds sont même absents. A noter que l'on retrouve cette caractéristique sur la Vénus de l'Espugue découverte non loin d'Aurignac ou celle de Willendorf découverte en Autriche ou encore la Vénus de Polichinelle découverte à Monaco. L'originalité de Hollenfels est que sa tête finalement n'est matérialisée que par un anneau de suspension qui suggère que peut-être elle aurait été portée comme un élément de parure. L'étude de l'ensemble de ces Vénus démontre des caractéristiques récurrentes. Comme on peut le voir ici, la première de ces caractéristiques est la nudité. Il y a aussi la simplification des traits du visage, voire l'absence de personnification, hormis pour la Vénus de Bras-Saint-Pouille que l'on voit juste ici. On constate aussi une atrophie ou une absence des extrémités des membres et la surexpression des caractères sexuels féminins. D'ailleurs, une étude sur les statuettes gravétiennes montre que dans 70% des cas, l'intention est de représenter des corps de femmes enceintes ou l'ayant été. On retrouve cette caractéristique sur la Vénus de Kostienki, découverte en Russie, qui présente un ventre de femme enceinte proche du terme, comme on peut le voir grâce au renflement de son nombril. Depuis leur découverte, de nombreuses interprétations ont été proposées concernant leur usage, leur rôle et leur portée symbolique. Néanmoins, ces premières interprétations ont parfois été teintées des idéologies ou imaginaires collectifs de l'époque à laquelle elles ont été proposées. À la fin du XIXe siècle, les études sur la préhistoire en sont à leur balbutiement.
Très peu de squelettes sont mis au jour. Il est donc difficile de brosser un portrait morphologique de ces populations préhistoriques. Les Vénus sont alors l'une des seules sources de documentation. Ainsi, quelques préhistoriens, notamment Édouard Piette, découvreur de la Vénus de Brassempouille, pensent que ces représentations sont le reflet de la réalité du corps de la femme préhistorique. Cette théorie s'inspire des études ethnographiques réalisées à cette époque sur différentes populations africaines. En effet, ces populations sont qualifiées de primitives. Leur morphologie est alors étudiée, stéréotypée et viennent appuyer les théories raciales de cette fin du XIXe siècle. On peut citer le célèbre exemple des Vénus hottentotes, exhibées dans les salons et événements européens. La plus célèbre d'entre elles est Starji Bartman, une femme khoïshane réduite en esclavage. Elle passera sa vie à être étudiée et observée, car elle présentait une morphologie très particulière, dite stéatopige, c'est-à-dire présentant un postérieur très proéminent. Cette similitude morphologique entre les femmes africaines dites primitives et les statuettes préhistoriques féminines font sens et viennent appuyer la théorie spéculative de la représentation réaliste de ces Vénus défendue par Édouard Piette. Nous pouvons noter que cette théorie sera par la suite déconstruite à la lumière des nombreuses nouvelles découvertes. Mais où en est-on aujourd'hui ? Malgré la multitude de statuettes découvertes, on ne peut malheureusement pas affirmer la fonction et la symbolique de ces Vénus. Est-ce une figure d'une déesse mère, ou bien une amulette favorisant la fécondité, ou encore une icône d'une société matriarcale? La question reste entière. Mais il est clair qu'elles ont fait l'objet d'une stylisation recherchée par choix symbolique, esthétique ou encore technique. Même si le sens nous échappe, les études sur leur fabrication montrent que certains sites semblent être des ateliers de production en série. On peut citer comme exemple le site de Malta en Sibérie où environ 30 Vénus ont été retrouvées, le site de Grimaldi en Italie ou encore plus récemment le site de Renancourt près d'Amiens où une quinzaine de statuettes ont été découvertes. Pour conclure, ces représentations féminines ont été les premiers supports d'études des femmes à la préhistoire et ont permis de les rendre visibles. Cependant, ces images les ont également enfermées dans un rôle et des activités principalement liées à la maternité. Aujourd'hui, en résonance avec les réflexions actuelles sur la place des femmes dans nos sociétés, les recherches archéologiques posent un nouveau regard sur cette vision et tendent à réexaminer et à reconsidérer les données matérielles. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Nous espérons que ce sujet vous a autant passionné qu'il nous a intéressés. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer dans la description sur les liens que nous avons mis à disposition. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. À très bientôt pour de nouvelles aventures.